La communication, donc, c'est par Bernard Marty, qui est ici, qui a réussi à passer à travers les embouteillages de Nancy, donc qui est professeur émérite maintenant à l'Université de Lorraine. Je dis ça parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble et on n'était pas émérite, il n'était pas émérite à l'époque. Voilà, et qui est un grand spécialiste d'analyse des échantillons extraterrestres, de toutes sortes d'échantillons ramenés par toutes sortes de missions spatiales. Donc, tu vas nous expliquer ça. Avec Marc, d'ailleurs, nous avons eu le plaisir de pouvoir travailler ensemble sur ces missions. Bien, donc, tout d'abord, toutes mes excuses pour un incident indépendant de ma volonté, pas grave, hein, mais je suis désolé d'être en retard, ça ne m'arrive normalement pas, surtout en étant retraité, ça m'arrive de moins en moins, mais voilà. Alors, pour passer, ok. Donc, j'attends la première diapo, je suppose. Oui, d'accord, ok. Ça, c'est quoi? Non, il faut reculer. Bien, donc je vais vous parler un peu de missions qui nous sont chères, qui sont des retours d'échantillons extraterrestres par des missions spatiales qui sont dédiées à ça. Donc quelques photos pour vous illustrer, par exemple, un géologue en train sur la Lune de prélever des échantillons, c'est Harrison Smith en 1974. Une sonde NASA qui est en train de prélever automatiquement un échantillon, et puis une autre sonde NASA qui prélève des bouts de comètes. Alors, juste pour présenter, donc, je fais partie d'un laboratoire qui s'appelle le Centre de recherche pétrographique et géochimique de l'Université de Lorraine et du CRPG. Bon, c'est une structure qui fait à peu près 100 personnes. Et en fait, c'est une structure qui s'est pas mal spécialisée, mais pas que, mais quand même dans l'analyse fine de matières terrestres. Donc, il avait été créé par un directeur de l'école de géologie à l'époque pour analyser les échantillons ramenés par les chercheurs. Et donc, nous bénéficions d'instruments assez performants, tels que des sondes ioniques, des spectromètres de masse, qui permettent d'aller sonder la matière au niveau micrométrique, voire nanométrique, et au niveau de on peut analyser quelques dizaines de milliers d'atomes sur de la matière terrestre ou extraterrestre. Alors, quelles sont les motivations pour ramener des échantillons sur Terre? Alors, au départ, elles sont scientifiques, enfin, pas au départ d'ailleurs, mais une grande partie sont scientifiques, pures, c'est-à-dire c'est de comprendre comment s'est formé le système solaire, d'où vient sa matière, et notamment pourquoi la vie est apparue sur Terre. Hein, pourquoi les conditions étaient réunies sur notre planète pour permettre son développement. Et puis en fait, il y a eu, surtout au début, une compétition géopolitique entre superpuissances. C'était le cas des missions Apollo, dont certains d'entre nous se souviennent, où c'était une compétition entre les États-Unis d'Amérique et puis l'Union soviétique. Et actuellement, d'ailleurs, il y a d'une voie un challenge qui se développe pour envoyer des humains sur Mars, cette fois entre les États-Unis, mais la Chine. Et puis, donc c'était des motivations qui étaient indirectes quand même d'un point de vue scientifique, mais la science a été une retombée. Elle a permis de faire des avancées extraordinaires, même si c'était indirect, sur notre connaissance du système solaire et comment il s'est formé. Et puis l'exploration humaine également, quelles sont les ressources, la résilience, etc. Donc voilà les principaux types de motivation. Alors, dans l'espace, on pourrait très bien faire ces mesures dans l'espace, finalement, d'envoyer des sondes qui analyseraient avec des instruments donc la matière elle-même, mais c'est quand même compliqué. Par exemple, ici, vous avez un système de spectrométrie de masse dans un laboratoire terrestre, et par comparaison, vous avez le spectromètre de masse de la mission Rosetta, qui est allée sur une comète, et qui fait à peu près 1 mètre, et vous voyez, la différence de taille est impressionnante. Et cette différence de taille, en fait, est liée à la précision que vous voulez obtenir. C'est-à-dire, si vous faites des mesures in situ avec une sonde, vous aurez, par exemple, sur un rapport isotopique d'un élément, à peu près 5% de précision au mieux. Alors que si vous le faites dans le laboratoire, vous obtiendrez une précision qui sera de l'ordre de pour 1000, voire meilleure, et donc vous ne ferez pas du tout la même science. Vous aborderez des problèmes scientifiques complètement différents, d'où l'intérêt, bien sûr, d'avoir des échantillons dans le laboratoire.
Alors, pourquoi ramener des échantillons d'autres mondes? Bon, c'est compliqué, ça coûte cher, hein, on pourrait les analyser sur place, c'est-à-dire in situ, en envoyant des sondes. Mais il y a des choses que vous ne pourrez jamais faire avec des analyses in situ, ou en tout cas pas encore. C'est établir l'espace-temps, c'était la chronologie. Déterminer l'âge des autres corps du système solaire. On ne peut pas encore le faire in situ avec suffisamment de précision. Il y a également des choses que vous ne pourriez pas faire, c'est mesurer des rapports isotopiques avec des précisions de l'ordre de pour 1000 ou meilleur, et qui nous permettent de déterminer les relations entre comètes et océans, par exemple, l'origine des grains qui sont formés avant le système solaire, etc. Et puis, il y a des formations, il y a également des variations dans les rapports isotopiques qui nous renseignent sur des processus de formation, par exemple, sur l'origine de la Lune, des astéroïdes, etc. Et puis, bien sûr, il faut déterminer également, si vous voulez aller sur Mars, il faut quand même déterminer si des astronautes ne vont pas mourir instantanément parce que les conditions seront absolument invivables. Alors, voici la liste des missions de retour d'échantillons à ce jour. Donc, il n'y en a pas tant que ça quand même. Bien sûr, les missions Apollo, j'y reviendrai. Les missions Luna, c'était des missions soviétiques d'échantillonnage lunaire. Et puis, il y a eu un gap de temps, il y a eu 2 à 3 décennies pendant lequel il n'y a plus rien eu, parce que, en fait, les Américains pensaient que, ça y est, le problème était réglé, ils avaient vaincu l'Union soviétique, il n'y avait pas besoin de dépenser des centaines de millions de dollars pour y revenir. Et puis, il y a une série de petites missions qui sont vraiment pilotées par la science depuis, disons, les années 2000, qui nous ont permis de mieux comprendre l'évolution du système solaire. Alors, Apollo... Apollo, certains d'entre nous se souviennent de cette épopée fabuleuse qui a consisté à envoyer des hommes, même des voitures, des géologues pour échantillonner la Lune. Et ça a eu un impact médiatique absolument extraordinaire. C'était de grandes aventures que l'on suivait directement. Et ici, vous avez, par exemple, une liste des grandes découvertes qui ont été faites par Apollo. C'est la liste établit les 10 découvertes les plus importantes qui ont été faites sur la Lune grâce à Apollo. C'est la liste de la NASA. Et donc, il y en a, par exemple, on s'est aperçu que la Lune n'était pas un objet primordial. C'était un objet qui était différencié, qui avait un noyau, qui avait une croûte, qui avait un manteau. On s'est aperçu que la Lune avait des roches beaucoup plus anciennes que la Terre. Sur la Terre, vous avez tout l'enregistrement géologique du fait de la tectonique des plaques qui a effacé tout le premier milliard d'années sur Terre, alors que sur la Lune, on l'a encore. On s'est aperçu qu'il y avait une cratérisation lunaire. On a pu dater ces échantillons, ces cratères, avec une décroissance exponentielle qui permettait de caler le modèle de formation des planètes par accrétion, par choc entre différents corps plus petits, etc. On s'est aperçu que la Lune et la Terre avaient la même composition isotopique, et ça c'était important aussi, parce qu'on ne savait pas d'où venait la Lune, avant Apollo bien sûr, on ne savait pas l'âge qu'elle avait, et on s'est aperçu, ça a permis de développer des modèles de formation de la Lune par un impact géant entre une planète de la taille de Mars et la prototerre. Et puis également, ça nous a renseigné sur le Soleil lui-même, sachant que la surface de la Lune, est couverte par ce qu'on appelle la régolithe, c'est-à-dire, ici on le voit, c'est de la poussière très fine qui provient des impacts successifs. Et dans cette poussière, eh bien, on trouve des grains qui sont micrométriques, vous avez un exemple ici, et chaque grain a son histoire elle-même de la Lune elle-même et du bombardement lunaire, et notamment du Soleil. Alors, je vais essayer de faire marcher le laser. Donc sur le grain à droite, vous avez par exemple un grain qui fait 1 micron. Vous avez l'intérieur qui permet de dater. Vous avez également des rayons cosmiques qui vont produire des isotopes et qui vont permettre de dater l'intervalle de temps que ce grain est resté à la surface. Et vous avez également à l'extérieur des ions du vent solaire qui ont été implantés parce que le vent solaire est un réacteur qui disperse sa matière, et ces ions du vent solaire nous ont permis d'avoir une idée de ce qu'était la composition du Soleil, alors qu'on ne peut bien sûr pas l'atteindre directement. Alors voici un exemple de travaux qui ont été faits au CRPG par Marc et ses collègues, dans lequel, dans un grain,
grâce à un instrument qui s'appelle la sondionique, ils ont pu creuser à l'intérieur du grain, mesurer la composition isotopique tout en creusant, et ils se sont aperçus que la surface, effectivement, avait une composition qui nous permettait de comprendre celle du Soleil. Alors, comme je vous disais, il y a eu ensuite un intervalle de temps après cette épopée mémorable. Et la première mission qui a eu lieu après Apollo, c'était en fait dans les années 2000, qui consistait à échantillonner le Soleil. Donc, on voulait vraiment savoir la composition du Soleil. Pourquoi ? Parce que le Soleil, en fait, il concentre toute la matière qui existait quand le système solaire s'est formé. Le système solaire s'est formé par l'effondrement d'un nuage de gaz dont on ne connaît pas a priori la composition puisqu'il n'existe plus. Par contre, le Soleil a concentré plus de 99% de la masse actuelle, c'est dans le Soleil. Et donc, l'idée, c'était d'aller échantillonner le Soleil. On ne pouvait pas directement à la surface, bien sûr, mais c'était d'envoyer une sonde qui avait des panneaux de matériaux ultra purs et qui allait collecter la matière émise par le Soleil lui-même. C'est ce qu'on appelle le vent solaire. Donc, ça a très bien marché. L'idée, c'était de connaître quelle était la composition initiale, notre composition initiale, en quelque sorte. Donc, voilà la mission, peu importe. Il y a eu un problème quand même, c'est que la sonde s'est écrasée au sol, au retour. Le parachute ne s'était pas ouvert, ce qui a été quand même un choc. Alors, voici, pour l'anecdote, une photo de l'Est républicain, une page de l'Est républicain, où les membres du CRPG suivaient en direct le retour de la sonde, dont on voyait que les gens n'étaient pas tellement contents, étaient un peu surpris. Mais néanmoins, ça a été possible d'analyser quand même le matériel qui était fragmenté, le matériel cible, après l'avoir nettoyé avec des lasers, avec des faisceaux d'ion, etc. Donc ça a été possible. Et notamment, eh bien, nous, on était en charge d'analyser la composition de l'azote. L'azote, c'est un gaz important. C'est celui qu'on respire actuellement, qui a 2 isotopes. Et on s'est aperçu que les planètes internes de Vénus, Mars, etc., avaient une composition à cette échelle relativement similaire. Par contre, la nébuleuse protosolaire, enregistrée dans le Soleil, avait une composition différente. Donc ça veut dire des processus extrêmes à très grande échelle, que bien sûr les scientifiques essaient de comprendre, qui ne sont pas complètement compris, mais qui nous montrent qu'en fait on a des variations, une hétérogénéité énorme dans le système solaire. Alors ensuite, il y a eu une autre mission qui était très maligne aussi, qui s'appelait Stardust. Alors c'était une mission qui consistait à échantillonner une comète. Donc les comètes, ce sont des objets qui sont faits de glace et de silicate, des roches, et qui sont actuellement dans des réservoirs extrêmement lointains, au-delà de l'orbite de Pluton. Et de temps en temps, il y a des perturbations gravitationnelles qui font qu'une comète plonge dans le système solaire interne, donc là où se trouve la Terre, et qu'il est possible d'essayer d'aller l'échantillonner. Alors c'est très compliqué parce que les vitesses relatives sont extrêmes, mais le vaisseau spatial qui avait été développé, c'était, vous voyez ici, une sorte de raquette de tennis avec des alvéoles qui permettaient de collecter des bouts de la comète qui étaient émises par la comète elle-même. Donc la mission a consisté à passer dans la queue de la comète, à collecter cette matière qui volait à 6 km par seconde. Cette fois, le parachute ne s'est pas ouvert, la sonde est revenue sur Terre, et les scientifiques donc, ont pu examiner cette raquette de tennis qui était remplie ce qu'on appelle un aérogeste, c'est-à-dire une matière de très faible densité pour freiner les grains. Et on a pu récupérer ainsi, alors voilà des impacts de grains, et on a pu récupérer ces grains, ou en tout cas des fragments de ces grains, et on s'est aperçu que la matière cométaire solide, en fait, était formée de minéraux à haute température, d'olivine, de pyroxène, des minéraux qu'on trouve dans les laves terrestres. Et donc, ces minéraux se sont retrouvés mélangés avec des glaces, ce qui suppose qu'il y a eu un brassage très important dans le système solaire naissant, et donc ça a permis de caler des modèles de convection, de formation du système solaire. Bon, ça, c'est ce qu'on a fait au CRPG, peu importe. Ensuite, les 3 missions suivantes, ce sont des missions qui avaient pour but de ramener des échantillons d'astéroïdes. Donc, les astéroïdes, c'est des tout petits corps qui sont pour la plupart de ce qu'on appelle la ceinture des astéroïdes, entre Mars et Jupiter. Et en fait, on ne connaissait absolument pas grand-chose sur l'origine, si ce n'est qu'on a des météorites qui tombent sur Terre quand même, et dont on suppose qu'il peut y avoir un lien avec ces astéroïdes. Mais on ne sait pas lesquels, et on ne sait pas quel type d'astéroïdes.
Donc la première mission, c'était une mission japonaise qui est dans les années 2010, enfin qui est revenue en 2010, créée par l'agence spatiale japonaise, la JAXA, qui consistait à donc échantillonner touch and go, c'est-à-dire il n'y a pas de gravité, donc vous pouvez pas vous poser sur un astéroïde, vous pouvez juste l'effleurer. Alors c'est une mission qui un mot sur quand même le coût des missions. C'est une mission pas chère qui est l'équivalent de 100 millions de dollars. Et pour le spatial, c'est très peu. Le spatial, c'est quand même très cher. Ça sert notamment à faire travailler l'industrie. Et pour comparaison, Stardust, c'était 200 millions et Rosetta, c'était 1,4 milliard. D'accord ? Et le programme Apollo, c'était l'équivalent de 200 milliards actuels. Donc, voici cette mission Hayabusa, qui était une mission très, très ambitieuse, avec plein de nouveaux systèmes que la JAXA avait développés, et qui malheureusement n'a pas très bien fonctionné. La sonde a été récupérée plusieurs années après le moment prévu de retour sur Terre, parce qu'il y a eu des problèmes de moteur, etc. Mais ils ont réussi, grâce à des manœuvres absolument incroyables, à la récupérer. Et ça a été une aventure assez impressionnante qui fait qu'il y a eu 3 films grand public qui ont été développés pour le cinéma, avec des acteurs jouant le rôle de scientifiques dans cette mission. La mission suivante, c'était de nouveau la JAXA, c'est-à-dire l'agence spatiale japonaise. Et en fait, c'était un héritage de la première mission. Ils ont pris à peu près, peu ou prou, le même vaisseau spatial. Ils ont changé un peu le système d'échantillonnage. Mais là, l'idée, c'était d'aller sur un astéroïde dont on savait, par observation, qu'il était potentiellement très riche en éléments volatiles, carbone, azote, de l'eau peut-être, des halogènes, tous ces éléments qui ont permis à la vie de se développer sur Terre. Donc c'était une mission dont l'objectif était d'aller sur un astéroïde dit carboné, c'est-à-dire riche en carbone, et de ramener 100 mg. Alors là, je vais passer le film. Voici, par exemple, c'était l'astéroïde qui s'appelle Ryugu, comparé à la taille de Nancy. C'était un astéroïde d'à peu près de 500 mètres. Et la mission s'est très bien passée. C'était une mission de nouveau très ambitieuse avec pas mal de gadgets. Il y avait notamment des sortes de petits appareils photo qui étaient largués pour prendre des photos de la surface. Donc, c'est la première photo de la surface d'un astéroïde. Et puis, voici l'échantillonnage. Alors, je ne sais pas si le film va marcher. Non, peut-être pas, pour déclencher. Bon, peu importe, c'est simplement pour vous montrer que, en fait, c'est un échantillonnage instantané pratiquement, puisqu'on ne peut pas se poser, donc il faut le prendre, et à peine quelques grammes sont pris, les moteurs se remettent en marche et le vaisseau spatial décolle de nouveau. Alors, il y avait un autre développement très, très amusant. Là aussi, je crois que ça n'a pas l'air de marcher. Non. C'est sur le rectangle. Donc, je vous le raconte. Simplement, il y a eu un échantillonnage qui a été fait à la surface, et puis le vaisseau spatial a également largué une bombe au-dessus de l'astéroïde, qui a explosé juste au-dessus de l'astéroïde, pour faire un cratère, pour aller échantillonner du matériel qui n'était pas complètement à la surface, qui était à l'intérieur, et donc qui n'avait pas été affecté par les radiations spatiales. Donc ça a très bien marché. Donc le vaisseau spatial a largué sa bombe, il est allé se cacher derrière l'astéroïde, il est revenu. Tout ça, il faut imaginer que c'est tout fait en automatique, bien sûr, parce qu'il faut le temps que à la vitesse de la lumière, les commandes arrivent. Donc d'un point de vue technologique, c'était assez extraordinaire. Voilà, donc finalement, il y a eu 5 grammes d'échantillons qui ont été ramenés, qui ont été mis dans un laboratoire à Tokyo. Et il y a des dizaines de laboratoires au monde qui ont pu avoir accès à ces échantillons, sachant qu'on a vraiment besoin de pas grand-chose pour arriver à faire des analyses. On a besoin parfois de quelques nanogrammes pour faire des analyses. Voici donc. Alors, l'un des résultats de cette mission, c'est qu'on a pu établir que ce type d'astéroïde riche en carbone, en fait, c'était la source de météorites riches en éléments volatiles, qu'on appelle les chondrites carbonées, de type CI, dont
Le meilleur exemple était une météorite qui était tombée dans le Tarn-et-Garonne, à Orgueil, au XIXe siècle, et qui constitue un peu la référence météoritique actuelle. Et on s'est aperçu que c'était le même type de matériel, donc on a pu établir un lien génétique entre astéroïdes et météorites. Enfin, la dernière mission dont je voulais parler, c'est la mission OSIRIS-REx, qui est une mission de la NASA, qui est un autre échantillonnage d'astéroïdes, et en fait du même type d'astéroïdes que la mission japonaise. Alors, c'est une mission un astéroïde à peu près de 500 mètres de diamètre, carboné, comme l'astéroïde précédent, et qui a permis de ramener plus de 100 grammes de matériel, qui a coûté quand même à peu près 10 fois plus cher que Hayabusa 2. Donc les Japonais sont arrivés à faire quand même, il faut leur rendre justice, à faire une mission de retour du même type de matériel pour 10 fois moins cher, avec beaucoup beaucoup plus de gadgets, je dirais. Et comme les autres missions spatiales, actuellement au CRPG, on est en train d'analyser ce type de matériaux. Je vais donc conclure cet exposé par faisant un petit aperçu sur les missions futures de retour d'échantillons, en commençant par la Chine, qui est le pays qui est actuellement le plus ambitieux en politique spatiale. Et donc, je n'ai pas parlé, mais il y a eu 2 retours de missions d'échantillons de la Lune, Chang'e 5 et Chang'e 6, dont l'échantillonnage de la face cachée sont des missions automatiques. Et ils ont beaucoup d'ambition d'aller sur des astéroïdes également, de visiter une comète avec une mission qui aurait dû démarrer en 2025 et sans doute retardée. Une mission qui a pour objet d'envoyer des humains sur Mars. Et ils sont en train de viser 2030. Bon, ça paraît quand même très juste. Mais en tout cas, si ce ne sont pas des humains, ce sera un retour d'échantillons direct martien. Donc, pour en quelque sorte, on va le voir, damer le pion aux Américains. Et des missions lunaires habitées en 2030 avec une base lunaire. Il y a une petite erreur, c'est pas un retour d'échantillons martiens là. Alors, les États-Unis, qui ont été le moteur vraiment de l'exploration du système solaire, hein, pour l'instant, ils avaient un programme qui s'appelle Mars Sample Return de la NASA avec une collaboration ESA qui consistait à échantillonner des carottes de roches martiennes. Donc, en ce moment, il y a un petit rover qui est en train de forer, de prendre des carottes, de les mettre dans un cache, en attendant qu'une fusée vienne, ou plutôt un ensemble de vaisseaux spatiaux et de fusées les récupère. Cette mission a du plomb dans l'aile, elle est peut-être annulée. La mission américaine, pour l'instant, ne souhaite pas faire ce type de mission et souhaiterait envoyer directement des humains sur Mars, notamment Elon Musk, dont c'est un peu la vitrine pour l'instant. Mais donc, pour l'instant, il est annulé. En termes de retour d'échantillons, il y a un programme qui s'appelle Artemis, en collaboration avec d'autres pays, qui est le retour d'humains sur la Lune, mais elle va être sans doute reconfigurée. Ça veut dire qu'ils vont sans doute abaisser les coûts fortement. Et puis, concernant les retours d'échantillons, toujours, nous avons le Japon, qui a prévu une mission sur l'une des 2 lunes de Mars, Phobos ou Deimos, avec un vaisseau spatial qui est aussi un héritage des missions Hayabusa, hein, et qui est une mission très intéressante parce qu'on ne connaît pas l'origine de ces lunes. Et puis, il est possible qu'il y ait de la poussière martienne qui se soit déposée également sur ces lunes. Et il y a quand même un grand accent là-dedans, c'est l'Agence spatiale européenne qui, pour l'instant, n'a pas fait de mission de retour d'échantillons, qui a d'autres priorités, hein, notamment l'observation de planètes extrasolaires, de planètes hors du système solaire, et puis qui n'a pas les mêmes budgets non plus que les autres, que la Chine ou que les États-Unis. Donc c'est un peu dommage parce qu'on a quand même un pool en Europe de parmi les meilleurs chimistes, géochimistes et cosmochimistes, mais bon, pour l'instant c'est comme ça. Voilà, donc je m'arrête là et je répondrai à vos questions s'il y en a. Merci.